Aujourd'hui, sur le plateau d'African Woman 2.0, nous parlons lecture et éducation. Avec l'avènement des réseaux sociaux, la lecture est en perte de vitesse. Mais pas pour notre invitée, Dr Aminata Khan, une passionnée de lecture qui est très engagée dans la promotion des livres Nouveaux Horizons. Titulaire d'un doctorat en chirurgie dentaire et d'un master en leadership, Dr Aminata Khan s'est révélée au grand public pendant une dizaine d'années comme animatrice et journaliste sur une chaîne de radio confessionnelle. Point focal du Centre de documentation et d'information de l'ambassade des États-Unis à Abidjan, Dr Khan a bénéficié de plusieurs programmes d'échanges culturels américains. Elle a fait partie, en 2010, de la première génération de jeunes Africains leaders reçus par le président américain Barack Obama à la Maison-Blanche. Depuis août 2019, Dr Khan est la directrice de la librairie Kena, qui vend uniquement des livres Nouveaux Horizons. Ayant du cœur à l'ouvrage et très attachée au bénévolat, elle a ouvert en mars 2018 un centre pour la promotion de la lecture chez les enfants. Très attachée aussi aux valeurs humaines, cette épouse est mère de 9 enfants qui est fière d'être un pur produit de l'éducation ivoirienne et sur la voie de décrocher un Master 2 en neurosciences. Bonjour Dr Khan. Bonjour Aïssata. C'est un plaisir de t'avoir sur le plateau d'African Woman 2.0. Plaisir partagé. Dr Khan, tu es chirurgien dentiste, mais tu es une passionnée de lecture. Oui. Explique-nous un peu cet amour justement de la lecture. Alors, il faut dire que je suis tombée très tôt dans les livres. J'ai perdu mon père alors que j'avais 6 ans et j'ai dû quitter ma maman pour aller sur un tuteur. Et du coup, étant seule dans un territoire, on va dire, étranger qui m'était inconnu, c'est dans les livres que j'ai trouvé refuge. Et je me suis rendu compte, à force de grandir, que les gens se faisaient des idées sur ma personne, sur mes origines, sur les études que j'aurais faites, les pays dans lesquels je serais partie, mais tout simplement parce que la lecture m'enrichissait au point de donner de la profondeur et du contenu à mon discours. Et en ayant pris conscience de cela, mon rapport à la lecture a radicalement changé, dans le sens où j'ai compris que le savoir est le pouvoir, et plus vous en savez, et plus vous avez de pouvoir. On peut en savoir un peu plus sur ton parcours. Tu es médecin, tu es enseignante. J'ai un doctorat en chirurgie dentaire, donc je suis chirurgien dentiste, et j'officie à l'université au sein de l'UFR d'odontostomatologie. C'est au sein de cette UFR que sont formés tous les chirurgiens dentistes de Côte d'Ivoire et certains de la sous-région. Et donc, au sein de cette UFR, je suis dans un service où je fais de l'encadrement clinique des étudiants hospitaliers de 4e, 5e et 6e année. Et à côté de cela, en fait, puisque je veux faire une carrière universitaire, j'adore l'enseignement, je me suis inscrite pour faire un master de neurosciences. Mais à côté de ça aussi, j'avais déjà un master en leadership et en développement personnel et dans les projets de développement et en autonomisation dans les projets de développement. Donc, encore une fois, je suis une passionnée du savoir. Et entre-temps, aussi étant étudiante, au moment où mes camarades étudiants allaient faire leurs armes au sein des cabinets privés, alors moi, j'ai fait 10 années d'animation journalisme au sein d'une radio musulmane de la place. Donc, pendant 10 ans, jusqu'en 2016, j'y ai fait mes armes. Et lorsque je suis partie de la radio en question, je me suis lancée dans l'ouverture d'un centre d'éveil à la lecture, qui est ma bibliothèque qui s'appelle Ici on lit, ensuite on joue. Donc tu grandis où à Abidjan ici? Alors j'ai grandi à l'intérieur du pays, donc jusqu'à ce que mon père décède, où j'étais en classe CP1. Donc je vais à l'intérieur du pays, à Yamoussoukro. Donc je continue mes études du primaire jusqu'à ce que je décroche l'entrée en 6e et je reviens à Abidjan faire le collège au plateau. Et après, je retourne à Yamoussoukro, au lycée scientifique de Yamoussoukro, d'où j'obtiens mon bac. Et après le bac, je viens à l'université Nangui à Brogoua
puis à l'université de Cocody, où je fais toutes mes études. Donc, je me définis comme un pur produit de l'éducation ivoirienne et je suis fière de ce parcours-là. Et je suis fière des enseignants, des professeurs que j'ai rencontrés, que je continue de rencontrer pour dire qu'ici, nous avons de la matière, nous avons de l'excellence et on est capable de sortir d'excellents produits. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui critiquent l'éducation, qui disent que le niveau de l'éducation a baissé depuis la crise? C'est une réalité. C'est une réalité que je constate tous les jours lors des sessions de lecture que j'anime avec les enfants, justement. Depuis 4 ans maintenant, on a reçu plusieurs centaines d'enfants en termes d'effectifs cumulés. Et malheureusement, vous rencontrez des enfants qui sont en classe de CM2, certains pour la classe de 6e, qui ne savent toujours pas lire et qui ne sont même pas capables non seulement de lire un texte ou même d'avoir un raisonnement qui soit logique. Donc, le constat est là. Je suis aussi maman d'enfants, donc je vois le constat. Jusqu'en classe de CE2, mon 3e enfant ne savait toujours pas lire. Parce que moi, étant encore étudiante, je me disais que l'école va faire son travail. Et n'ayant pas forcément toutes les ressources, on va dire, en termes de pédagogie pour accompagner mon enfant. Donc, je suis au regret de constater que oui, ton fils, il a 7 ans, mais il ne sait toujours pas lire. Donc, c'est là que je prends le problème à bras le corps et je le réalise. Et c'est une réalité. Au point où, quand vous avez un enfant ou un élève qui semble sortir la tête de l'eau, qui semble se distinguer déjà par la clarté de son discours, on est tout de suite ébahi. Et pourtant, c'est des choses qu'on a toujours eu à voir avant la période de la crise. Donc oui, l'école ivoirienne est en crise. La question que nous devons nous poser, c'est qu'est-ce que nous faisons pour changer la donne? Et pour moi, la première question à se poser, c'est comment est-ce que nous entrevoyons notre avenir, notre jeunesse? La nation ivoirienne, à quel niveau est-ce que nous la voyons d'ici 25 ans, 50 ans, 100 ans? En fonction de notre positionnement, de nos projections, on saura ce qu'il faut mettre en œuvre pour avoir des individus de qualité. Et naturellement, Nelson Mandela l'a dit, l'éducation est l'arme la plus puissante qui puisse exister pour changer le monde. Voilà. Et lorsque l'on a envie de mettre à terre une nation, on s'attaque à ses fondements, parmi lesquels l'éducation. Donc, là, si on ne met pas un certain nombre de mesures urgentes en œuvre, on s'en va droit dans le mur. Et les effectifs, il y a un rapport de la Banque mondiale qui disait par exemple qu'à Yopougon, il naît chaque jour 600 enfants. Donc quand vous établissez le parallèle avec le nombre d'écoles qu'il faut construire, naturellement l'État a du mal à suivre. Donc la première chose, comme je l'ai dit, c'est de se poser les bonnes questions. La deuxième chose, c'est d'en appeler à la responsabilité des parents, qui malheureusement sont nombreux à démissionner et qui veulent laisser tout à l'école. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit. Et malheureusement, le problème, c'est que beaucoup de parents qui travaillent se disent « je ne peux pas assurer l'éducation d'un enfant ». Continuer à travailler et m'en sortir, c'est difficile pour beaucoup de parents, malheureusement. Mais c'est vrai que tant qu'on ne s'engage pas dans l'éducation de ses enfants, il faut savoir que, surtout quand on a des systèmes qui ne marchent pas bien, il faut savoir que malheureusement, c'est un risque en fait qu'on prend. Toutefois, ce discours qui consiste à dire que je suis dehors, je suis amenée à travailler parce que je cherche à nourrir le ventre de l'enfant, je suis désolée, un enfant ne se nourrit pas que de riz ou d'atiké ou d'aloko. Je suis désolée. La construction d'un enfant doit prendre en compte toutes les composantes de cet enfant, aussi bien sa spiritualité, son physique, sa moralité, son intelligence, donc le côté intellectuel de l'enfant. Et un enfant, à partir du moment où son parent va se nourrir, ou ses parents vont se nourrir de gratin de riz, à partir du moment où les deux ou les trois consomment ce gratin-là ensemble, ça reste pour l'enfant un moment de qualité. Je pense que notre responsabilité face à l'éducation de nos enfants surpasse de loin la responsabilité que nous avons de nourrir son physique. Alors, tu fais partie de la première génération des jeunes Africains invités par Obama en 2010, n'est-ce pas? Et Michelle Obama vous reçoit. Parle-nous de cette expérience. Alors, c'est une magnifique expérience. Donc, en 2010, je reçois un appel, vous êtes convié et invité par le président Obama.
qui, à l'occasion du cinquantenaire des indépendances des pays africains, invite plutôt les jeunes Africains pour entendre leur voix et savoir comment est-ce qu'ils se projettent sur les 50 prochaines années à venir. Bien sûr, ça a été un vrai coup de publicité pour nous parce que désormais, il y a tous les projecteurs qui sont braqués sur nous. Mais surtout, ça a révélé une sorte de réalité qui est que malheureusement, on attend toujours la reconnaissance des gens de l'extérieur. Oui. On a énormément de talents ici, mais qui sont méconnus, qui sont méprisés souvent, et qui sont oubliés à dessein. Et il faut des personnes comme le président Obama pour nous inviter à entendre notre part aussi, en tant que jeunes leaders africains. Et avec Michelle Obama, c'était en Afrique du Sud, à Johannesburg, aux côtés de 75 autres jeunes femmes. Et c'est là que vous vous rendez compte que très souvent, il suffit d'un rien pour obtenir les changements les plus merveilleux que nous pouvons espérer pour nos sociétés. Vous avez des jeunes filles qui, de par leur histoire personnelle, de par leurs problèmes, les challenges qu'elles ont eu à rencontrer, à affronter, qui se servent de leur propre histoire pour changer la donne au sein de leur communauté. Et c'était juste magnifique. Je me suis enrichie également de ces rencontres-là. Et puis, on a rencontré le couple Obama. Voilà, même si j'ai trouvé que Michelle Obama avait beaucoup plus de charisme, peut-être c'est mon côté féministe, qui c'est beaucoup plus de charisme que son mari. Mais sur ce que j'ai surtout aimé, c'est la femme de vision qu'elle est. La femme de vision qu'elle est aussi cette femme proche des autres. Michelle Obama nous a fait un câlin à nous toutes. Nous étions 76 et nous a serré chacune l'une après l'autre dans ses bras. Ça, j'ai trouvé ça magnifique en fait. Parce que quand tu regardes pour certains ici qui sont juste directeurs de société, venir te prendre dans ses bras, t'étreindre, cette proximité-là, je l'ai adorée. Sincèrement, je l'ai adorée. Et c'est à partir de là, en fait, que tout a été lancé. J'ai lancé mon association parce qu'il fallait restituer, mais restituer au-delà de la théorie. C'est de venir par des actions concrètes, en fonction de ce que l'on sait. Donner 1 heure de son temps, 2 heures de son temps, en se mettant au service des autres. C'est comme ça que nous construisons nos sociétés. Ailleurs, aux États-Unis, quand je suis rentrée, je me suis rendu compte que, en réalité, nos États sont riches. Il nous manque juste de la discipline et du travail. Que de la discipline et du travail. Et nous pourrions aller titiller les plus grands à leur place. Mais c'est exactement ça, c'est un problème de discipline. Parce qu'on regarde que dans les années 60, on était au même niveau qu'un pays comme la Corée du Sud. Oui. Regarde comment la Corée du Sud nous a dépassés aujourd'hui. Oui. Mais tout simplement parce que c'est cette discipline justement, et ce travail. Voilà. Et c'est ça qui nous manque, c'est ça qui nous manque réellement. Il faut ces voix-là justement, des voix comme la tienne, comme celle d'autres femmes leaders justement, pour un peu changer la jeunesse. Et c'est bien que tu t'impliques, parce que c'est important, je pense que c'est ça qui fait la différence. Le fait de s'impliquer. Oui, et de s'engager résolument. Exactement, à transmettre et à produire du changement. Parce que tant qu'on ne s'implique pas, et que, bon, on peut réussir, hein. Mais après, il ne faut pas que ce soit rien que pour soi seul. Il y a un auteur, Simone Sinek, qui disait par exemple que le bonheur va venir de choses ponctuelles. Comme par exemple mon fils qui décroche son diplôme, je suis heureuse. Mais après, l'épanouissement vient de choses beaucoup plus durables. Quelle est votre contribution? Pour quel impact? Tant que vous ne contribuez pas et que votre contribution n'a pas un impact durable sur la société, sur votre communauté, sur votre famille même, vous ne serez pas épanoui. C'est ce qui vous permet le soir de vous coucher et malgré les difficultés de vous réveiller le matin avec le même enthousiasme, la même rage de vaincre et cette envie d'aller justement au devant du monde et de dire « moi aussi je fais ma part ». Et moi ce que je veux dire c'est que malgré tout ça, tu trouves encore le temps d'écrire des livres? Ben oui, à mes heures perdues, parce que l'écriture et les lectures riment ensemble. Il te reste des heures perdues? Oui, il me reste encore des heures perdues. On a toujours ces petits moments à soi. Et en fait, chez moi, écrire ne me prend pas beaucoup de temps, en fait, on va dire. C'est que dès que j'ai l'idée, je peux avoir une première idée autour de laquelle je ne sais pas trop comment broder les choses. Et puis, je suis peut-être face à une scène, quelque chose qui, voilà, j'ai le déclic et tout de suite, j'ai les mots.
Et je commence à écrire. Et donc, tu as sorti ton premier livre en 2017 Oui. qui s'intitule Des mots pour apaiser. Alors, c'est un recueil de 365 pensées pour accompagner le lecteur tous les jours de l'année. Et parce que ce besoin d'écrire est venu de la distance physique que j'avais avec les personnes qui m'approchaient pour m'expliquer leurs problèmes. Donc derrière l'écran, la personne m'expose un problème et je sais que cette personne physiquement, elle a besoin qu'on vienne lui faire un petit câlin, lui dire quelque chose, des mots pour l'apaiser. Et je me suis dit, il faut que mes mots puissent se faire main pour enlacer, puissent se faire oreille pour écouter, puissent se faire voix pour consoler, pour dire les mots, pour apaiser des mots M-O-T-S, voilà, pour apaiser des mots M-A-U-X de la personne et donc lui permettre de s'en sortir. Donc, pour moi, le livre, l'idée, c'est que ce livre soit une sorte de présence, une présence physique aux côtés de la personne et de lui faire comprendre que, parce que j'aborde plusieurs thématiques dont l'épreuve, j'ai compris que l'épreuve, en fait, où la souffrance n'a pas de sexe et n'a pas de religion. Elle prend le visage de la personne qui l'endure. Donc, à partir de ce moment, bien qu'étant musulmane voilée, mon message s'adresse en fait à des problèmes qui sont universels au final. Voilà. Parce que nous avons les mêmes réalités, nous traversons, la douleur, elle est la même. Les mécanismes biologiques ou physiologiques sont les mêmes. Tout va dépendre après de notre personnalité, de notre éducation, de notre histoire, de notre capacité de résilience. Mais au final, quand bien même on reste des êtres forts, on connaît tous des moments de vulnérabilité, des moments de faiblesse. Et dans ces moments-là, lorsque vous expérimenter la solitude dans ces extrêmes où il n'y a absolument personne, vous devriez vous rappeler qu'il y a vous, il y a Dieu en vous, et il y a cette force intérieure que vous n'allez découvrir qu'au plus fort de l'épreuve. Voilà. Et ça, c'était un premier livre. J'imagine que ce n'est pas le dernier. Non, bien sûr. Je suis en train de préparer déjà le tome 2, le tome 3 des mots pour apaiser. Et il y a un autre livre qui est en rapport avec l'histoire, le drame que nous avons vécu au sein de notre famille avec l'accident de mon fils. Il y a 5 ans, il a été renversé par un véhicule et le chauffeur était au téléphone. Donc, justement, le livre va sensibiliser sur l'usage du téléphone au volant. Et puis, bien sûr, après le décès de ma maman, j'ai commencé à écrire les différents proverbes. Vous connaissez notre tradition orale de prendre toujours un proverbe et à partir du proverbe d'en venir à l'objet de la rencontre ou à l'ordre du jour. Donc, une sorte de compilation des proverbes de ma mère, histoire de transmettre aux générations, justement, ces sagesses venues de nos parents et que nous sommes en train de perdre. Alors, la lecture est un élément de base du savoir à l'école. Mais avec l'avènement des réseaux sociaux, on sait que les gens lisent de moins en moins, bien sûr. Donc, comment susciter cette envie de lire? Et ça va peut-être nous emmener à ton centre que tu as créé. Donc, comment susciter cette envie de lire chez les enfants? Alors, chez les enfants, et justement, moi, j'ai utilisé une stratégie qui me vient de mes cours de neurosciences. Et de plus en plus de livres de développement personnel ou même d'apprentissage font appel aux connaissances neuroscientifiques. Ça concerne le circuit de la récompense avec les enfants. C'est-à-dire de récompenser les enfants pour un effort de lecture. Et vous savez que les enfants, ils n'apprennent ou le plus, que lorsqu'ils s'amusent. D'où le nom de mon centre, quand c'est ludique. Ici, on lit, ensuite on joue. Le principe, c'est que les enfants viennent là pour jouer. Sauf que la condition avant de jouer, c'est de lire. Et le jeu est présenté dans l'imaginaire de l'enfant comme la récompense pour ses efforts de lecture. Donc pour les intéresser, c'est déjà de leur dire, vous venez dans un centre où vous allez pour vous amuser. C'est une bibliothèque, mais c'est la seule bibliothèque où on a le droit de crier, on a le droit de jouer, on a le droit de faire tout ce qu'on veut. Bien sûr, dans la discipline et dans le strict respect des règles. Parce qu'il ne s'agit pas que d'inculquer le goût de la lecture aux enfants. Nous faisons un accompagnement en leur enseignant les valeurs qui sont universelles. C'est que si je laisse mon enfant aller dans un endroit, il faut que je m'assure que cet enfant, en revenant, en rentrant à la maison, qu'il vienne avec des valeurs comme la discipline, comme le respect, comme la politesse, comme l'honnêteté, comme le travail et ainsi de suite. Ou même, bien sûr, même la discipline dans la propreté et tout ça. Donc, il y a cet élément que nous avons utilisé. L'autre chose, c'est que
les enfants aussi, quand ils viennent, souvent les parents leur disent « Ah, tu n'aimes pas lire, tu es tout le temps sur ton téléphone, je t'emmène dans un endroit, tu vas lire. » Donc, à leur tête, je sais celui qui a été contraint ou celui qui ne l'a pas été. Donc, la première chose que je dis aux parents, c'est de grâce, ne me mettez pas de sable dans mon attique. Et pour reprendre cette expression bien ivoirienne, dites aux enfants qu'ils viennent là pour s'amuser. Donc, en faisant en sorte que la participation aux activités du centre leur procure du plaisir, on s'assure que l'enfant reviendra forcément. Donc, à force de lire, l'enfant prend petit à petit goût à la lecture. L'autre astuce que nous utilisons, c'est que la lecture soit quelque chose de dynamique. Dernièrement, on a lu un livre qui avait rapport avec le fait de se laver les mains, donc la propreté. Donc, les mains, bien sûr, on va commencer par citer les noms des différents doigts. On le dit ensemble. Ensuite, on va chanter cette fameuse chanson, réciter cette poésie. Ma main, elle a 5 doigts, en voici 2, ainsi de suite. Donc, l'enfant apprend à compter. Et après, on va faire l'exercice pratique de se mettre du savon liquide dans les mains, de les frotter, de les laver et d'utiliser les termes en disant vous devez frotter les espaces interdigitaux et ils font et on s'amuse. Et pendant qu'on lave les mains, on en profite pour faire des bulles avec du savon. Et après cela, avec eux, on parle justement des avantages, des bienfaits de la lecture. Et ce sont des expressions qui viennent d'eux-mêmes. Donc, quand ça vient de leur père, enfant, ils se rendent compte que oui, plus je passe de temps à lire, voilà ce que je vais découvrir. Si on découvre par exemple une plante qui est vorace ou l'histoire d'un petit garçon, on va aller prendre le livre par exemple de science ou aller regarder sur YouTube l'élément vidéo qui est en rapport avec cela. Du coup, l'enfant retrouve une sorte de prolongement de ce qui est écrit dans les livres dans son quotidien. L'autre chose que nous faisons lorsque nous leur apprenons de nouveaux mots ou de nouvelles expressions, je leur demande d'employer ces expressions avec leurs parents et de se donner un air un peu savant, dire « Papa, est-ce que tu sais que j'ai été trop verbeuse aujourd'hui au centre ?» Et que papa s'étonne et se dise « Ça veut dire quoi verbeuse ?» Tu sais pas ce que ça veut dire verbeuse? Verbeuse, ça veut dire prolixe par exemple. Vous voyez un peu le truc. Donc, les forcer à employer ces mots-là. Et ça me permet aussi, moi, par derrière, de créer de la discussion entre le parent et son enfant. Parce qu'on peut engager la discussion rien qu'en posant une simple question. Comment s'est passé ton après-midi au centre? Et certains parents ne le font pas. Ils ne le font pas. Mais c'est quel âge pour le centre? Je reçois des enfants de 0 à plus. C'est-à-dire jusqu'à 12 ans, 13 ans, 14 ans? On a même un programme adolescent pour les ados jusqu'à 18 ans. 0 à plus, je demande aux mamans, quand elles sont enceintes, de venir au centre. Parce que le rituel de lecture va s'instaurer à partir du moment où l'enfant est dans le ventre de sa maman. L'enfant, quand il a 4-5 mois, quand il est fœtus, à 4-5 mois, il entend les sons extérieurs. Et donc, quand il y a des bruits qui sont trop forts, l'enfant, il peut sursauter dans le ventre. Et mieux, il y a des chansons qui font guincher l'enfant. Guincher veut dire qu'ils vont danser l'enfant, ou bien qui vont plutôt calmer l'enfant. Ou même la voix de l'enfant, la voix de la mère va bercer l'enfant. Donc, c'est dès ce moment-là que la maman va prendre l'habitude de lire à son enfant. Je leur dis également, quand l'enfant a 1 mois, 2 mois, même avant, quand vous continuez en fait ce que vous avez commencé quand l'enfant était dans votre ventre. Au fur et à mesure, à 3 mois par exemple, quand vous regardez dans le carnet de santé de l'enfant, on vous dit qu'à 3 mois, l'enfant doit suivre du regard. Donc, quand vous mettez un livre devant le visage de l'enfant et qu'il y a des couleurs, vous déplacez le livre pour voir si l'enfant suit du regard. S'il ne suit pas du regard, cela peut vous alerter sur la présence d'un déficit visuel par exemple chez l'enfant. Autre chose, si l'enfant ne réagit pas au son, à l'appel de son nom ou au fait que vous lisiez un livre et qu'il ne réagit pas forcément, vous pouvez aussi aller suspecter un déficit auditif chez cet enfant-là. Donc, vous voyez comment est-ce que simplement avec le fait de lire avec son enfant, on réussit à avoir un certain nombre de choses. Mieux, on vous dit que les enfants, quand ils ont entre 1 an et 2 ans, ils déchirent les livres. Tout simplement parce que l'enfant, il n'est pas délicat dans la manipulation du livre. Il veut le saisir, il l'agrippe. Et donc, quand c'est des feuilles qui ne sont pas cartonnées, l'enfant peut déchirer le livre. Il n'a pas la conscience de faire quelque chose de mal. Il veut juste agripper le livre. Mais au bout de 2 ans, pour un enfant qui a été exposé très tôt au livre, même 1 an, 1 an et demi pour certains, cet enfant ne déchire plus les livres. J'ai mon fils de 2 ans, on va au restaurant, il prend la carte de menu, il feuillette comme s'il est en train de lire un livre.
Il prend mes livres, il les feuillette, avec image ou sans image, il ne les déchire pas. Et quand je lis, par exemple, moi je suis en train de lire, il y a un autre fils qui dit « Maman, c'est bon, tu as trop lu, c'est le moment de jouer. » Toi aussi, tu as le droit de jouer. Et une chose importante que je voudrais dire sur le jeu. Malheureusement, on reçoit des parents qui se plaignent de leur enfant de 5 ans, 6 ans, qu'ils estiment être trop distraits, qu'ils jouent trop. La distraction. Le loisir est un droit de l'enfant. Et c'est une condition sine qua non du bon développement de l'enfant. Un enfant qui n'a pas eu la possibilité ou la chance de s'amuser avant ses 8 ans, arrive à un moment où il va saturer. Donc, alterner moment de concentration, moment de jeu. Et toutes les études scientifiques s'accordent à dire qu'on ne peut pas obtenir d'un enfant une concentration qui va au-delà des 15 minutes. Même pour les adultes, c'est compliqué. Imaginez pour un enfant. Donc, alterner, rendez cela fun, trouvez le moyen de rendre cette activité, encore une fois, amusante et ludique. Et vous allez voir combien est-ce que l'enfant va mémoriser les choses. À côté de ça, nous demandons aux enfants également d'établir un programme de lecture, en leur disant on va aller entre 10 minutes et 30 minutes. Parce que 10 minutes, selon eux, ce n'est pas énorme. C'est pas énorme. Donc, ils doivent cocher 10 minutes de lecture par jour. Et au bout d'une semaine, d'un mois, nous faisons une évaluation. Et là encore, je récompense ces enfants-là. De sorte qu'au bout de 21 jours, au bout d'une trentaine de jours, ces enfants prennent de nouvelles habitudes. Ils s'endorment avec leurs livres partout où le sommeil va les gagner. Et je reçois ces images de ces parents qui m'envoient des photos d'enfants de plus en plus jeunes, de 6 mois, de 5 ans, qui sont tout le temps avec leurs livres, qui sont en train de lire. Et cet enfant que je recevais depuis qu'il a 1 an et demi, il a 3 ans maintenant, ils vont sur le pédiatre dans la salle d'attente. Le petit va prendre des livres pour adultes qui vient il feuillette. Moi, je trouve ça magnifique. Et ce sont des petites victoires qui, pour moi, feront tôt ou tard additionner les unes aux autres la différence. Il y a des enfants qui n'aiment pas du tout lire. Et il y en a qui adorent lire. Comment on explique cette différence? Alors, en fait, je parle maintenant de mon expérience d'enfants qui n'aiment pas lire. Ils n'aiment pas lire parce qu'ils ne savent pas lire. Ils trouvent cela difficile. Je reçois cette maman d'un enfant de 6 ans qui me dit « Mon enfant n'aime pas lire. Il a 6 ans. » J'ai dit « Mais 6 ans, il est en classe de CP. Voici des livres que je vous propose. » Elle a pris ces livres, elle allait donner à l'enfant « Tiens, lis. » Non, il ne sait pas lire. Donc, le fait de trouver la lecture difficile, parce qu'au moment de la lecture syllabique où on doit décomposer les mots par syllabe, c'est difficile pour l'enfant. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un à côté pour l'encourager, pour le stimuler, pour qu'à force de lire, il finisse par être un excellent lecteur. Et seule la lecture à voix haute peut le permettre. Ça, c'est d'une chose. Deuxièmement, c'est peut-être que l'enfant n'a pas été suffisamment exposé au livre et qu'on fait de la lecture une activité contraignante. On le contraint à lire alors qu'il y a autre chose qu'il préfère. Comme par exemple les écrans. Aujourd'hui, rendez-vous dans les salles d'attente de consultation pédiatrique. Mais si vous aimez lire, vous allez être choqué par le tableau. Vous avez des mamans qui ont leur téléphone avec des comptines vidéo qu'on met devant des enfants qui ont 6 mois, qui ont 7 mois. L'enfant ne se nourrit que de ce qu'on lui donne. Je connais des familles où les enfants ne connaissent pas les écrans, ils ne connaissent pas la télévision. Un enfant se nourrit de ce que nous lui donnons. Et parmi la nourriture que nous lui donnons, il y a l'exemple que nous constituons pour l'enfant. Je ne peux pas dire à l'enfant, concentre-toi sur ta nourriture et mange pendant que moi, je suis en train de manger et que je suis devant mon téléphone. Ou que je suis sur mon téléphone, ou devant mon ordinateur, ou devant la télévision en train de manger. Quel exemple est-ce que je donne moi-même à mes enfants? Un enfant qui aime apprendre, qui est curieux, il va aimer lire parce qu'il sait que le maximum d'informations, il va les tirer des livres. Donc, ce sont autant d'éléments en fonction des enfants. Moi, j'ai 9 enfants, mais ils ne sont pas tous logés à la même enseigne par rapport aux livres. J'ai mon fils de CM1, sur 2 ans, il a lu plus de 400 livres, par exemple. Son grand frère, il a lu tous les livres de la maison. Mais le premier garçon, par exemple, il a du mal à trouver des livres qu'il accroche. Comme il est très manuel, il aime manipuler les ordinateurs, les appareils, on lui a sorti des livres concernant des inventions. On a trouvé son centre d'intérêt. Mais seulement, le travail à faire, c'est de lui dire, si tu veux enrichir ton vocabulaire, améliorer ton niveau d'expression orale, tes rédactions, tu n'as d'autre choix que d'augmenter ton répertoire de mots en lisant, en prenant des notes, en ayant un cahier.
Mais toujours est-il que c'est de lui trouver son centre d'intérêt, ce qui l'intéresse, et de lui donner ou proposer les livres qui vont avec. En plus, pour les enfants, c'est de les emmener, par exemple, dans des librairies, de les laisser flâner dans les rayons, aller chercher un livre, le feuilleter, voir si ça l'intéresse, si voilà, tout de suite ça pique sa curiosité au vif, et ainsi de suite on pourra. Mais il y a toujours quelque chose à faire. Tu as trouvé le temps d'aller aussi ouvrir une librairie? Oui. Oui, parce que... En fait, tu as 100 ans, en fait. Bah ouais, peut-être, on peut dire ça comme ça. Une librairie qui s'appelle Kena. Oui, Kena, c'est l'anagramme de Cannes. J'ai juste déplacé la position des lettres, des voyelles. Oui, Kena. Mais c'est un prénom qui existe, hein, pour de vrai. J'ai vu que c'est un prénom d'Europe de l'Est. Kena rime avec beauté et richesse. Donc la beauté et la richesse intérieure, et bien sûr, voilà, et tout ce qu'il y a d'extérieur. La réalité, en fait, c'est que vous savez que les livres, ça coûte les yeux de la tête. Oui, absolument. Ils sont excessivement chers. Et moi, je découvre une maison d'édition qui est la branche édition du département d'État américain qui subventionne les livres. Et les propose aux pays d'Afrique francophone et Haïti à des prix allant de 3 à 5 fois moins chers que chez les coéditeurs. Et en 2022, ils célèbrent leurs 60 ans d'édition. Et moi, ma rencontre avec cette maison d'édition date de 2008. Et je me dis, mais c'est dommage qu'une telle opportunité ne soit pas su du plus grand nombre de personnes. Si nous, on veut aujourd'hui combler le gap en termes de qualité d'éducation entre nous et ceux qui ont le privilège, je ne dis pas chance, qui ont le privilège d'aller étudier à l'extérieur, c'est de leur permettre d'avoir accès à des outils de qualité, donc des livres. Donc je m'engage à promouvoir les livres de cette maison d'édition, de sorte que des étudiants puissent aller acheter des livres de médecine ou des livres d'économie à des prix bas, à des coûts moindres. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, je vous ai parlé du programme de lecture que nous faisons avec les enfants. Donc, à la maison, ils doivent lire. Mais c'est que tu as des enfants qui te disent, et je me rappelle de cette fillette de 9 ans, qui me dit, Tata, je n'ai pas de livre à la maison. En dehors des livres scolaires, elle n'a pas d'autres livres. Mais grâce à la subvention, avec 15 000, sa maman repart avec près d'une quinzaine de livres pour son enfant. Donc, ça, j'ai trouvé ça magnifique. Grâce à ça, il y a des parents qui réussissent aujourd'hui à installer des petites bibliothèques pour leurs enfants à la maison. Sauf que la réalité, c'est que comme ce sont des livres subventionnés, donc la marge, la cote par bénéficiaire des librairies partenaires n'est pas énorme. Donc les librairies se disent, quand je sais que je peux vendre le livre du coéditeur à 76 000 ou 5 fois plus cher, pourquoi aller prendre, voilà, ou prendre beaucoup de la version subventionnée? Donc moi, j'ai fait organisé un concours de lecture et j'ai demandé à des librairies de m'accompagner en commandant plus de livres de cette maison d'édition. Malheureusement, je n'ai pas été suivie et j'ai décidé de leur couper l'herbe sous le pied. Et donc de démissionner et de créer ma propre librairie qui ne proposerait que ces livres-là, qui balaient toutes les thématiques ou tous les domaines qui intéressent les gens. Donc aujourd'hui, vous avez des entreprises qui, avec 300 000 francs, ont plus d'une cinquantaine de livres pour leurs employés, par exemple. Ou avec moins de 200 000, on a tous les livres du catalogue jeunesse, par exemple. Pour moi, c'est une aubaine et il faut la saisir. Il faut la saisir encore une fois. Moi, je viens d'une famille qui est très modeste. Mais quand les gens m'écoutent, j'ai toujours eu cette question qui m'est posée. « Ah, tu es docteur en lettres ?» Ou bien, tu as fait Paris? Je dis non, je me suis... Quand j'avais 6 ans, 7 ans, j'écoutais les chansons de Vanessa Paradis. Il faut croire que c'est de là que je tiens mon choco pour dire qu'on roule les airs. Donc, en fait, j'avais réponse à tout, quoi, pour dire. Et donc, j'ai commencé à y prendre goût. Et c'est ça, ce rapport au savoir, encore une fois, et au pouvoir que je m'emploie au quotidien à travers mes activités à inculquer aux enfants. Tout enfant est curieux. Il suffit d'aiguiser sa curiosité. Et c'est là où justement le bas blesse en fait avec le gap, le décalage qu'il peut y avoir entre ce qui est enseigné à nos enfants à l'école et ce qu'ils ont réellement besoin de savoir. Ce qui va leur servir plus tard. Et aussi le fait de tenir compte des particularités ou des spécificités de chaque enfant. Malheureusement, aujourd'hui, en termes d'enseignement, on a des enseignants qui sont plus soucieux d'étaler leur savoir que d'enseigner pour de vrai,
qui sont arrogants, qui sont impatients, qui sont même souvent condescendants avec les enfants. Il y en a, c'est le style récitatif, ils viennent et ils récitent leur cours. Moi, je me rappelle d'un professeur d'histoire géo, il avait encore ces vieilles feuilles jaunies de Mathusalem, quoi. C'est-à-dire, depuis qu'il a été enseignant, ça a été le même cours qui a été dispensé aux enfants. Et 20 ans après l'obtention, 25 après l'obtention de mon bac, on en est toujours au même niveau. Enseigner les mêmes choses aux enfants alors que le monde change. Le style d'apprentissage, c'est vrai qu'on accuse les effectifs pléthoriques des salles de classe, mais non, ça ne justifie pas l'effectif à lui seul, le fait qu'il y ait ce déficit en termes de qualité d'éducation. C'est aussi la forme d'apprentissage. On ne permet pas à nos enfants d'avoir une pratique qui soit approfondie. C'est ce qui fait qu'une fois qu'on a fini de faire la composition, l'évaluation, on a oublié tout ce qu'on a appris. Oui, alors, le Covid a un peu changé la manière dont on enseigne et tout ça. Mais est-ce que tu trouves que c'est une bonne méthode, justement, l'enseignement à distance? Parce que maintenant, on est devant des écrans. C'est vrai, on apprend toujours et c'est très bien. Mais est-ce que c'est une bonne méthode, selon toi? Alors, ça pourrait être une bonne méthode à condition que ce ne soit pas un style d'enseignement qui soit passif, qui en appelle encore une fois la passivité de l'enfant ou de l'apprenant. C'est surtout ça, ce sur quoi il faut mettre l'accent. Deuxièmement, c'est aussi la possibilité d'avoir une sorte de supervision dans l'environnement dans lequel l'enfant travaille. Parce que vous savez que je peux éteindre ma caméra et puis aller faire autre chose, être distrait par autre chose. Et comme je suis sur Internet, je peux avoir des notifications sur le côté qui peuvent me distraire. Donc, je dirais que c'est plus au cas par cas. Il faut rendre en fait l'enseignement de l'enseignant, qui est dispensé par l'enseignement, très dynamique et qui permette l'interaction avec son apprenant, de sorte que cet apprenant-là puisse avoir une sorte de pratique approfondie encore une fois. De sorte qu'on s'assure qu'il intègre, il assimile correctement les notions que nous voulons qu'il puisse intégrer. Cela dit, je pense que le corona nous a réconciliés en fait avec la vie en famille. On s'est rendu compte qu'on n'a pas toujours besoin de sortir. Réconcilier ou séparer? Ou séparer, oui, c'est selon. Mais c'est une réponse à ceux qui pensent que c'est en étant en permanence dehors qu'on assure un meilleur avenir à ses enfants. Oui, ça c'est vrai. Ça a changé cette manière de voir les choses. Mais je pense quand même que... Enfin, moi qui ne bénéficions pas toujours des éducations de ce qu'on appelle les Ivy League Schools ou les grandes écoles, ça permet en fait aux gens de savoir qu'on peut en fait aller se connecter et avoir le même savoir que quelqu'un qui est à l'extérieur. Ça, de ce côté, oui, je pense que c'est une bonne chose. Tout à fait. Mais comme tu l'as dit, en fait, effectivement, il faut quand même toujours suivre, surtout avec les enfants. Les enfants, les jeunes enfants, les adolescents, c'est très difficile. Et les parents même pourraient prendre le relais de prendre le cours eux-mêmes et de le dispenser ensuite à leurs enfants. Nous pensons que les enfants sont des adultes en miniature. Les enfants ne sont pas des adultes en miniature. Ce sont des enfants avec leur niveau de compréhension. Et il faut en tenir compte. Quand on leur explique une leçon, on explique avec les mots que nous comprenons. Tout à fait. Pas forcément les mots qui sont adaptés à leur niveau. C'est ça, tout à fait. En tout cas, Dr Khan, merci. C'est moi qui t'en remercie. Ça a été vraiment un apprentissage. Cette discussion était vraiment on dirait quoi? Quel est le bon terme? Illuminée? D'accord, on pourrait. On n'a même pas vu le temps passer. Oui, franchement. En tout cas, merci beaucoup. Et donc, on passe à la partie cadeau. D'accord. Donc, on fait la promotion des entrepreneurs. Tu parlais justement qu'on ne parle pas assez des choses magnifiques que les gens font, tant que c'est pas parfois reconnu par l'extérieur. Donc nous, en fait, c'est ce qu'on fait justement. Donc on t'offre, alors là, c'est des petits parfums d'une dame qui est comment tu as su que j'adore les parfums? Ah, non, j'ai pas su, hein. Et donc il y a plusieurs échantillons, tu peux essayer. Magnifique. Voilà, plusieurs échantillons de parfums. Regarde celui sur lequel je suis tombée, Soleil, qui est assorti à ma tenue en plus. Comme quoi. Donc voilà. Ils sont super bons. Donc il y en a plusieurs que tu pourras essayer. C'est Lika Cosmetics. D'accord. Voilà, une jeune dame entrepreneur qui justement s'est lancée. Et voilà, donc on t'a pris bien sûr, hijab ivoire. Bon, ça, on t'a vu, hein, on n'a pas deviné. Hein. Donc c'est une jeune dame aussi, entrepreneur locale, qui fait des hijabs un peu. Je la connais. Oui. Ouais, voilà. Je l'ai félicitée justement parce que c'est une jeune dame qui est pleine d'élégance et qui met un soin particulier dans la confection de ses articles. Oui, et ça, il y a une excellence en fait. Tout à fait. Enfin, on sent un attachement aux finitions. C'est délicat, c'est doux, aussi doux qu'elle en fait. Voilà.
Donc c'est bien. Donc je pense qu'on a trouvé les bons cadeaux pour toi alors. Bah, magnifique, magnifique complètement. Voilà. Merci Donc, beaucoup, en tout cas, Aïssata. merci beaucoup. Merci, Dr. Khan. Merci à toutes et à toutes. À très bientôt pour la prochaine émission d'African Woman 2.0. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Afrique Femme.